Agadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Videveden Ushamitas de la chaîne Videveden au YouTube. Je suis Mathéo, aujourd'hui on est dans l'épisode 101. On va arriver au 200 et encore plus. Et aujourd'hui on va continuer la lecture de l'Ashtanga-hridayam chapitre 3, notre chapitre sur la route Charya-dhyayam. Et on va continuer notre lecture sur le Grishma, donc sur l'été, les obligations que vous devez accomplir pendant l'été. Donc vous voyez quelle est l'intensité et le temps qu'il est en train de dépenser juste pour expliquer sur l'été. Parce que c'est là que le corps il est plus fragile, la digestion elle est pire. Donc on doit faire très très attention. Donc voici ce qu'on va commenter. Les shlokas numéro 37 et 38. Ça va être plus léger par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière et ce qu'on va voir la semaine prochaine. Là, c'est 3 mi-shlokas. Là, il n'y a plus de lumière. Ah, ça y est, ça s'est retourné. Bienvenue au sud de l'Inde. La lumière s'en va, puis elle revient tout le temps. Donc, le shloka d'aujourd'hui, il continue à élaborer les obligations à avoir pendant l'été. Et il dit des observations très jolies que moi, personnellement, j'adore. Nishasu, donc pendant la nuit. Nishakara, vous devez, il y a la lune, la sensation de la lune, vous allez recevoir la lumière de la lune. Vous devez vous exposer à la lumière de cette lune. Donc les rayons de la lune vont se répandre sur la personne. Et puis, il parle de blanc et de maison. Donc, on parle d'une maison qui est peinte en blanc. Et pendant la nuit, vous devez vous exposer. Vous laissez que les rayons de la lune se répandent à travers vous. C'est très rigolo parce que en Inde, les toits, ils sont construits différemment. Et les maisons ici, en Inde, elles sont construites avec un toit où on puisse habiter. Il n'y a pas, c'est pas triangulaire. Il y a pas, c'est pas comme en Europe, en région montagneuse. Donc vous pouvez monter sur le toit. Et je vais devoir attendre la lumière qui retourne. Ah, ça y est. On reste juste un petit peu et ça revient. Donc on monte sur le toit et on reste. Donc, ce qui est bon, c'est que pendant l'été, les personnels montent sur le toit et ils dorment parce que c'est plus rafraîchissant. Ils amènent le matelas, la moustiquaire, parce que c'est trop chaud dans la maison. Donc, il y a 50 ans en arrière, il n'y avait pas la clim, etc., comme on disait dans les vidéos précédentes. Donc il y a des endroits encore aujourd'hui où il n'y a pas de clim nulle part. Et donc c'est très compliqué de supporter cette chaleur. Et donc là, ils montent et ils dorment dans le toit de la maison. Et en plus, ils peignent la maison de blanc, parce que comme ça, c'est plus rafraîchissant. Donc, vous peignez votre maison de blanc, vous montez sur votre toit et vous dormez sur votre toit la nuit sous les rayons de la lune.
Donc vous allez vous reposer dans ce toit de la maison. Et son chitta, votre mental, doit rester swasta. Swasta, c'est souvent traduit comme bonne santé, être en bonne santé. Mais swasta, en réalité, signifie naturel, dans son état naturel. Donc l'idée qui est très jolie ici, beaucoup de traductions, elles disent que le mental il doit être calme, tranquille, en bonne santé. Mais en réalité, dans l'original, ce qui est écrit, c'est le mental dans son état naturel. C'est quoi le mental dans son état naturel? C'est un mental qui est sattva. Et c'est quoi ce mental sattva? C'est l'état où vous êtes calme, tranquille, heureux, vous profitez, etc., etc. Il y a des définitions très claires sur les états du mental, les états sattva, qui est la nature du mental. On y reviendra. Donc quand on reste avec notre mental dans notre état heureux, notre état sattva, Chandana, c'est le sandal. Adrasya signifie qu'il est mouillé, donc c'est la patte de sandal qui est mouillée. Donc c'est une plante qu'on utilise en Inde beaucoup en Ayurveda. Donc on prend une poudre de sandal et on applique ça sur le corps. C'est très intéressant parce que le samhita il dit pas de prenez la poudre de sandal, mouillez-la, ni appliquez-la sur le corps. Il dit le sandal, il est mouillé. C'est tout ce qu'il vous dit en fait. Mais moi je sais ce qu'il veut dire. Il parle du sandal mouillé, donc ça veut dire qu'il vous indique d'appliquer le sandal mouillé sur le corps. C'est très intéressant parce que le sanskrit, parfois c'est une langue qui laisse beaucoup de marge à l'erreur. Parce qu'il y a beaucoup de parties d'interprétation en fait. C'est pour ça que ce système classique d'apprentissage en Ayurveda, il s'appelle de Guru Shishya Paramparam. Vous devez apprendre d'un gourou traditionnellement. Parce que le gourou, il est capable de vous encheminer dans les samhitas, dans la lecture de ces textes. Bon, je parle ici des samhitas parce que c'est ce qu'on est en train d'étudier, mais ce n'est pas la seule lignée d'Ayurveda qui existe. Par exemple, Nadi Pariksha, vous devez apprendre avec un Nadi Baba, donc ce n'est pas par les samhitas que vous apprenez ça. Donc c'est très intéressant parce que même si vous êtes un expert en sanskrit, ça ce n'est pas suffisant pour comprendre et interpréter les samhitas. Moi par exemple, j'ai un professeur particulier de sanskrit que si je m'assois avec lui pour lire les samhitas, il ne comprend rien. Il comprend le sanskrit, mais il ne comprend pas ce que les samhitas sont en train de dire parce qu'il ne comprend pas les principes de la médecine qu'on doit appliquer tout le temps pour avoir l'application pratique de ça. J'espère que ce soit clair. Comment lire, comment interpréter, comment comprendre les choses de la meilleure façon possible. C'est beaucoup plus facile si vous avez une personne qui a déjà étudié ça, comme moi, par un gourou ou par plusieurs gourous, c'est mon cas. Et maintenant, je suis là en train de vous transmettre pour que vous puissiez naviguer parmi ça un peu plus facilement. Malinaha signifie que vous allez mettre une guirlande de fleurs autour du cou normalement. Donc les fleurs qui ont ici un effet aussi rafraîchissant. Comme le sandal aussi. Le sandal il est très rafraîchissant. Et en Inde il y en a plein de sandales. Je pense qu'au Brésil c'est vraiment pas commun du tout. Donc je pense qu'au Brésil vous n'allez pas appliquer sandal du tout.
Vous pouvez appliquer de l'eau de rose, ou je sais pas, la rose blanche, qui est aussi rafraîchissante, ou le même le vétiver qu'on a parlé la semaine dernière. Puis il continue. Nivrta. Nivrta signifie s'abstenir, ne pas faire quelque chose. Si vous êtes dans un endroit et que vous partez de cet endroit, c'est nivrta. Si vous êtes dans une guerre et que vous attaquez l'ennemi et que d'un coup vous arrêtez d'attaquer, ça c'est nivrta aussi. Donc, se battre et puis partir, c'est nivrta. Kamata signifie le plaisir, la luxure, le luxe. Kamata signifie aussi liberté. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Le même mot qui signifie sexe et luxe et plaisir, il indique aussi liberté. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuve pour ça, mais je pense que si vous avez l'option, si vous êtes libre, vous allez faire ça. Vous allez essayer d'avoir plaisir. Comme c'est pas pour rien, c'est un des principes, des buts principaux de la vie humaine. Dans le premier shloka, dans l'Ashtanga Hridayam, il vous parle de Dharma, Artha, Kama et Moksha. Donc, Kama fait partie des principes fondamentaux. Donc, Kamata, c'est la recherche de ce principe du plaisir, mais c'est très beau comme on peut comprendre que ça signifie aussi liberté. Donc, si vous êtes libre, probablement vous allez avoir plaisir. Donc, il est important de faire nivrut de ça. Parce que si on n'oblige pas la personne à arrêter, elle ne va pas s'empêcher d'avoir du plaisir. C'est pas pour rien que les gens, ils ont beaucoup de mal à arrêter de manger des cochonneries parce que c'est bon au goût. Je rigole avec vous, parlant du brownie et de toutes ces choses-là, mais parce que je sais très bien que si vous pouvez avoir l'option, vous allez avoir l'option pour le plaisir. C'est naturel dans l'être humain. Donc il dit, pendant l'été, vous devez vous abstenir de rechercher le plaisir. Le plaisir, quel plaisir? Le plaisir sexuel. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pécamineux, c'est pas parce que la religion empêche, c'est parce que votre corps il est très faible. Pendant la chaleur sèche de l'été, vous avez déjà le vata très aggravé, et quand vous faites vyayama, l'activité physique, qu'est-ce que ça fait l'activité physique au vata? Qu'est-ce qui fait le sexe au vata? Il aggrave le vata. Donc si vous êtes déjà dans un état où le vata il est déjà très aggravé, si vous faites de l'activité physique ou du sexe, le vata va exploser. Et lui, il va donner beaucoup de problèmes dans le corps. Donc, cette chose de s'abstenir du sexe, ce n'est pas pour une question morale ou autre, c'est pour protéger le corps, pour protéger la santé pendant l'été. Et puis il finit. Susukshma. Sukshma, vous connaissez déjà, c'est un des 20 gunas principaux et signifie subtil. Sukshma signifie très subtil. Tanu, c'est très fin. Et il fait froid, je viens d'entendre un bruit, j'ai un peu peur de ce qui se passe dehors. Sukshma, c'est très subtil. Tanu, c'est très fin. Et on parle d'un tissu. Donc vous devez utiliser des vêtements qui sont très fins et très légers, très subtils. Donc pendant l'été, vous montez sur le toit de votre maison, vous restez là en train de vous baigner des rayons de la lune, vous gardez votre mental très calme dans son état naturel. Vous faites de tout pour pas agiter votre mental. Votre maison doit rester
peigné de blanc. Vous devez appliquer une pâte de sandal dans le corps. Vous devez utiliser une guirlande de fleurs pour rafraîchir encore plus. Vous devez vous abstenir des activités sexuelles et vous devez utiliser des vêtements légers et rafraîchissants et très subtils. Ça, c'est les recommandations de ce shloka. Et là, on va regarder un mot ici dans la minute de sanskrit. Asana. Je voudrais faire une différence entre les deux mots asana et asana. Donc dans le sanskrit en général, et dans le gujarati aussi, et dans l'hindi aussi, on prend la dernière voyelle du mot et on diminue le degré d'elle. Voir si c'est clair pour vous. Par exemple, le mot. Le mot c'est samita. Le mot samita, c'est pas samita, c'est samita. Mais personne dit samita. On dit samita, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que normalement, quand le mot termine avec une voyelle, on diminue toujours 1 degré de force de cette voyelle. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, par exemple, la ville où j'ai fait l'université, ça s'appelle Jamnagar. Jamnagar. Mais comme ça finit avec un E court, on prononce ça 1 degré en dessous, et donc c'est sans le A du tout. Donc ça fait Jamnagar. Jamnagar, comme si c'était le R sans aucune voyelle. Parce que ça a un A court, on prononce sans le A. Et quand il y a un A long, on prononce avec un A court. Ça, c'est la pratique, en fait. Je ne sais pas s'il y a un shlok qui explique ça, mais dans la pratique, on va écouter personne dire samita. On dit samita. On parle charak, samita. Il y a même des personnes qui disent charak. Et beaucoup de personnes prononcent, en Inde, beaucoup de personnes prononcent les noms des doshs comme vot, pit et kop. Ils enlèvent la dernière voyelle. Donc c'est très souvent, c'est très commun de dire pit, par exemple, pit. Parce que c'est un E court à la fin et on enlève ce E court. Je pourrais donner des trillions d'exemples pour vous. Mais là, je voulais arriver là. Si on a un A long, on prononce un A court. Et si on a un court, on enlève ce A. Très souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, il y a 2 mots ici très intéressants que j'utilise plus comme vocabulaire. Asana et asana. Donc le mot asana, on va dire asana. Et le mot asana, on va dire asan. Donc c'est très commun en Inde dire asan. Vous connaissez ce mot parce que vous pratiquez le yoga. Donc on dit beaucoup ça. Le nom des postures, c'est asana. Et donc on dit asana tout le temps. Ici, il utilise le mot asana avec un A long à la fin. Et asana avec un A long à la fin signifie rester. Donc je vais rester dans cet endroit. Ça c'est asana. Asana signifie s'asseoir. Asana signifie s'asseoir. Donc quand vous faites un asana de yoga, vous faites une posture où vous deviez rester dans cette posture. Parce que quand on dit asana, ça vient du mot
asana, donc rester. La rétention, c'est un des points les plus importants de ces pratiques-là en yoga. Si vous faites un asana, vous devez rester dans cette posture-là. Si vous faites un asana, vous devez rester, donc ou un asana, dans le langage courant, vous devez rester assis. Donc, par exemple, dans les sutras de Patanjali, il parle de Sukhasana. Vous devez s'asseoir de façon confortable. Il ne parle pas de 83 postures différentes. Il parle d'une posture qui est importante pour vous, s'asseoir confortablement. Donc, il utilise le mot asana, s'asseoir, sukha, confortable. Voilà, sukhasana, s'asseoir de façon confortable. Donc vous faites les crocodiles inversés, etc. pour qu'à la fin, vous puissiez vous asseoir de façon confortable. C'est seulement pour ça l'objectif. Donc j'ai amené ces mots pour vous expliquer un petit peu ces différences de prononciation, parce que vous allez voir ça très souvent, très communément. Et quand vous êtes avec un professeur indien qui parle communément sanskrit, ou un mot, ou une parole, un idiome qui est dérivé du sanskrit, comme l'hindi, vous allez voir tout le temps les Indiens qui coupent la fin des mots. Et vous avez déjà dû remarquer que je ne dis pas samhita, je dis samhita. Et pourquoi je ne dis pas samhita si ça finit avec un A long? Mais pour cette raison-là, ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Donc, faites attention à ça, parce que ça, c'est la différence qui est très commune entre personnes qui ont une étude du hindi et qui parlent couramment l'hindi ou le gujarati et qui connaissent bien le sanskrit de façon parlée, et les personnes qui ont étudié purement de façon théorique. Donc, si vous avez un professeur de sanskrit, il va dire samhita, et là vous allez penser, ah mon Dieu, ce professeur de sanskrit, il ne sait pas dire, il ne sait pas prononcer. Et donc vous allez essayer de le corriger. Mais dans la pratique, c'est ça qu'on fait. Et on voit ça même dans le propre Ashtanga Hridayam. On dit Ashtang au lieu d'Ashtanga. Au lieu de Vagbata, on dit Vagbat. Au lieu de dire Charaka, on dit Charak. C'est très rare la personne dire Sushrut. Normalement, elle dit Sushrut. Donc, c'est très commun de voir comment, de s'apercevoir comment les personnes parlent couramment et comme ça diminue la pression de la voyelle. Donc là, c'était plus une curiosité sur la prononciation du sanskrit. Donc j'ai oublié d'écrire le mot pour vous. Ce A long à la fin devient un E court à la fin. C'est ce A long et ce A court qui va faire la différence entre rester et s'asseoir. La racine, c'est la même. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires ou amenez dans le groupe d'études de Summit qui se passe tous les mois de façon libre, ouverte et gratuite en live. Merci beaucoup à vous tous et jusqu'à la prochain mercredi.